Bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger dans le sujet de l'arthrose, une maladie articulaire qui touche des millions de personnes à travers le monde. Que vous soyez concerné directement ou que vous souhaitiez en savoir plus pour vos proches, cette vidéo vous donnera une vue d'ensemble complète sur les causes, les symptômes et les solutions permettant de mieux vivre avec cette condition. Comprendre l'arthrose, c'est le premier pas vers une meilleure qualité de vie. J'aimerais commencer par planter le décor, imaginez le squelette humain comme l'ossature d'un grand orchestre symphonique. Chaque instrument, autrement dit chaque articulation, doit jouer à la perfection et en rythme pour que la musique globale, c'est à accent grave dire votre mobilité, reste fluide et harmonieuse. Lorsque l'arthrose s'immisce, c'est un peu comme si certains instruments voyaient leurs cordes se distendre et leurs touches se bloquer, le résultat est un ensemble qui grince, hésite et parfois s'interrompt. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconnaître ces couacs précoces, comment réaccorder votre instrument et comment, le moment venu, demander au luthier, en l'occurrence le corps médical, d'intervenir de façon ciblée. Vous découvrirez qu'il existe un éventail d'approches, depuis les changements d'habitude de vie jusqu'aux innovations thérapeutiques de pointe. Mon objectif est simple, vous offrir, dans un langage clair, les clés pour apprivoiser cette pathologie et reprendre la baguette de chef d'orchestre de votre propre corps. Les articulations les plus touchées. Toutes les jonctions osseuses sont théoriquement candidates, mais certaines paient un tribut particulièrement lourd aux années qui passent, aux coups que nous leur infligeons parfois par excès de zèle sportif ou par simple maladresse. Les mains figurent en tête de liste, elles concentrent 250 000 de mouvements quotidiens, qu'il s'agisse de boutonner une chemise ou de pianoter sur un clavier. Les articulations interphalangiennes et métacarpophalangiennes finissent par s'user, si bien qu'entre 35 et 45% des personnes voient apparaître un jour des nodosités, des gonflements et cette fameuse gêne qui pousse à secouer la main pour « remettre l'huile » dans les rouages. Vient ensuite la colonne vertébrale. Entre 45 et 50% des adultes de plus de 60 ans hébergent une arthrose vertébrale, le plus souvent silencieuse. Lorsque la douleur se déclare, elle prend parfois la forme d'un torticolis matinal, d'une raideur qui oblige à s'asseoir en bord de lit avant de pouvoir se redresser ou encore d'une sciatique sournoise. Le genou, pilier central de la locomotion, n'est pas épargné, on estime qu'un tiers de la population vivra un épisode plus ou moins prolongé de gonarthrose. Enfin la hanche, siège de la coxarthrose, représente environ 10% des cas mais sa répercussion sur la marche est telle que l'on en parle souvent plus que ne le suggèrent les chiffres. Les épaules, les petits orteils, les chevilles, les poignets et même les coudes peuvent souffrir aussi, mais leur implication reste statistiquement plus modeste. Cette répartition explique en partie la diversité des plaintes, chaque articulation possède sa biomécanique, son environnement musculaire et son degré d'exposition au choc, d'où des symptômes qui varient d'un individu à l'autre comme autant de signatures. Facteurs de risque identifiés. Lorsque je reçois un patient au cabinet, je ne me contente pas d'interroger la douleur, je remonte toute la partition à la recherche des fausses notes cachées. L'âge reste un soliste incontournable, à moins de 45 ans, seuls 3% de mes patients ont déjà leur cartilage en souffrance, mais la proportion grimpe à 65% chez les plus de 65 ans, puis à 80% au-delà de 80 ans. Toutefois, vieillir n'est pas en soi un verdict, c'est un facteur qui, combiné à d'autres, finit par peser. Le poids corporel représente un second facteur majeur. Chaque kilogramme supplémentaire inflige à vos genoux une charge d'environ 4 kg en équivalent compression lorsque vous montez un escalier. Imaginez donc la pression cumulée après une décennie. Ajoutez à cela le port régulier de charge au travail, un sport intensif pratiqué sans préparation adéquate, ou une arthrite mal gérée, et vous obtenez un cocktail explosif pour vos articulations. Viennent ensuite les perturbations métaboliques, diabète, obésité viscérale, hypertension artérielle et excès de cholestérol forment une constellation délétère qu'on appelle parfois syndrome métabolique. Ils induisent une inflammation de bas grade, un peu comme si un feu couvait en permanence sous le plancher du cartilage sans déclencher immédiatement l'alarme. Les maladies cristallines, dont la goutte et la chondrocalcinose, jettent de véritables grains de sable ou plutôt des cristaux d'acide urique ou de pyrophosphate de calcium entre les surfaces articulaires, accélérant l'usure mécanique et chimique. Les traumatismes anciens, les anomalies d'axe comme des jambes arquées ou valgus, les luxations mal réduites, l'ablation d'un ménisque dans la jeunesse, tout cela déséquilibre la répartition des forces et accélère le processus dégénératif. Enfin, je n'oublie pas la génétique,
certaines lignées familiales cumulent curieusement les doigts déformés ou les hanches douloureuses. De rares maladies génétiques, comme les chondrodysplasies, favorisent même une arthrose généralisée à un âge étonnamment précoce. Autrement dit, l'arthrose est rarement un simple coup du sort, c'est la rencontre de prédispositions intimes et de circonstances extérieures, un récit de longue haleine dont les chapitres s'écrivent parfois dès la naissance. Une maladie touchant tous les tissus de l'articulation. L'une des plus grandes erreurs, à mon sens, consiste à résumer l'arthrose à la seule usure du cartilage. En réalité, l'articulation est un véritable écosystème où chaque tissu converse en permanence avec ses voisins. Le cartilage, ce tapis viscoélastique qui recouvre les extrémités osseuses, doit une grande partie de sa souplesse à l'eau qu'il retient comme une éponge et à la trame de collagène que les chondrocytes entretiennent minutieusement. Mais ces cellules ne travaillent pas en vase clos, elles sont nourries, lubrifiées et informées par la membrane synoviale. Cette fine enveloppe interne sécrète un liquide riche en acide hyaluronique et en protéines qui remplissent 3 missions: nourrir, amortir et nettoyer. Sous le tapis, l'os sous-chondral forme la chape solide qui répartit les pressions. Lorsque l'équilibre se rompt, rien ne reste indemne, le cartilage se fissure, la membrane synoviale s'irrite, l'os réagit en se densifiant ou en se creusant de kystes. Très vite apparaissent des ostéophytes, ces becs osseux que l'on confond avec du calcaire mais qui sont en réalité des tentatives maladroites de l'organisme pour stabiliser la superficie d'appui. Le résultat, hélas, est un élargissement de l'articulation et une perte d'amplitude. L'arthrose est donc une pathologie systémique locale, elle englobe tous les compartiments intra-articulaires, et c'est pour cette raison que son traitement requiert une approche globale. Mécanisme de l'arthrose. Chaque histoire d'arthrose commence par un déclic, parfois c'est un choc physique tel qu'un accident sportif, parfois un déclic biochimique lié au vieillissement cellulaire ou à un désordre métabolique. Des fragments microscopiques de cartilage se détachent alors, flottent dans le liquide synovial comme des échardes et excitent la membrane synoviale. Celle-ci réplique en libérant des cytokines, ces messagers inflammatoires qui rappellent l'armée immunitaire. Les chondrocytes, colonne vertébrale du cartilage, reçoivent ces signaux comme un ordre de produire des enzymes, notamment des métalloprotéases, qui hachent les fibres de collagène. C'est un peu comme si vous vouliez réparer un mur fissuré en tapant dessus, vous agrandissez la brèche. La réaction inflammatoire déclenche en parallèle l'invasion de l'os sous-chondral par de nouveaux vaisseaux sanguins, lesquels amènent d'autres médiateurs qui, à leur tour, poussent les chondrocytes vers un état hypertrophique. Ces cellules gonflées déposent un collagène de piètre qualité, moins résistant aux contraintes mécaniques, et l'édifice se fragilise encore. Un cercle vicieux s'installe et se nourrit de lui-même, plus la synoviale est irritée, plus elle sécrète de fluide, plus l'articulation gonfle, plus la douleur incite à l'inactivité, plus le cartilage se dégrade. Briser ce cercle constitue l'objectif premier de tout plan de traitement. De l'arthrose aux arthroses. Lorsque j'ouvrais mes premiers livres de médecine, j'y lisais « L'arthrose est telle ou telle maladie ». Aujourd'hui, nous parlons plutôt d'arthrose, au pluriel. Cette nuance n'est pas anodine, elle reflète la prise de conscience que les causes, les mécanismes et le rythme d'évolution diffèrent d'une personne à l'autre. On reconnaît désormais 3 grands visages: l'arthrose post-traumatique qui survient après un accident ou une chirurgie articulaire, l'arthrose métabolique, nourrie par les déséquilibres hormonaux, l'obésité ou le diabète, et l'arthrose dite sénescente, fruit du simple passage du temps. Sur le plan clinique, certaines arthroses gonflent beaucoup, d'autres pas, certaines s'attaquent à une seule articulation, d'autres préfèrent une symphonie polyarticulaire. Les chercheurs tentent de définir des endotypes, ces accents graves dire des signatures biologiques qui permettraient de classer les patients en groupes homogènes, et surtout, de leur proposer des thérapies ciblées. C'est un peu comme si l'on passait d'un traitement antibiotique à large spectre à un antibiotique sur mesure. La route est longue mais le principe est posé, mieux nous décrypterons les arthroses, meilleur sera le service rendu aux patients. Une évolution imprévisible. Si je vous disais que l'arthrose suit une courbe régulière et prévisible, je vous tromperais. Chez certains patients, la hanche se dégrade si vite qu'il faut envisager une prothèse en moins de 5 ans. D'autres, malgré une radiographie inquiétante, conservent une vie quasi normale 10 ou 15 ans sans chirurgie. Entre ces extrêmes, la majorité traverse des périodes calmes marquées par une raideur matinale gérable, puis des poussées soudaines au cours desquelles l'articulation enfle, rougit et chauffe.
Ces crises inflammatoires peuvent survenir après un excès de marche, un déménagement, ou parfois sans cause apparente. Elles imposent alors un repos relatif, l'utilisation de glace ou de chaleur selon la tolérance, et un ajustement médicamenteux. Pendant les phases chroniques, je recommande toujours de bouger, le mouvement est un lubrifiant vivant. La clé consiste à trouver la bonne dose, assez pour entretenir la musculation périarticulaire, pas trop pour ne pas ranimer la douleur. L'un des meilleurs indicateurs demeure la règle du lendemain, si l'intensité de la douleur reste la même ou diminue 24 heures après l'activité, c'est que la dose était correcte. Radiographie, un outil essentiel pour diagnostiquer et suivre l'évolution de l'arthrose. Nombre de patients redoutent la radiographie, persuadés que l'image va leur annoncer la fin de leur loisir préféré. Je les rassure toujours, la radio est d'abord un témoin, pas un juge. Elle révèle l'espace qui se resserre entre les os, les ostéophytes qui bourgeonnent, l'os sous-chondral qui se densifie ou se creuse. Pratiquée à intervalles réguliers, généralement tous les 1 à 2 ans, elle permet de tracer la trajectoire de la maladie et d'anticiper la pose d'une prothèse lorsqu'il devient évident que le cartilage ne jouera plus jamais son rôle d'amortisseur. Mais la radiographie ne dit pas tout, elle ne montre pas les tissus mous ni l'inflammation aiguë. Dans certains cas, j'utilise l'IRM ou l'échographie pour observer les kystes, la membrane synoviale, voire l'édème osseux. Chacun de ces examens apporte une pièce de puzzle sans laquelle l'image globale manquerait de relief. Des traitements symptomatiques pour limiter les douleurs de l'arthrose. Lorsqu'une personne apprend qu'elle souffre d'arthrose, elle espère souvent un comprimé miracle. La réalité est plus nuancée, le traitement s'appuie d'abord sur des mesures non médicamenteuses. La perte de poids figure en bonne place, 5 kg en moins peuvent réduire de 50% la pression articulaire au genou lors de l'ascension d'un escalier. L'alimentation suit la même logique, viser une assiette colorée, riche en fruits, légumes, acides gras monoinsaturés, pauvre en sucre raffiné, c'est offrir aux chondrocytes un environnement moins inflammatoire. L'activité physique doit être régulière et modérée, une marche soutenue de 45 minutes 3 fois par semaine entretient la trophicité du cartilage et stimule la circulation du liquide synovial. Les exercices aquatiques sont, de loin, mes préférés pour les genoux et les hanches, la poussée d'Archimède soulage le poids tandis que la résistance de l'eau renforce les muscles. Dans la vie quotidienne, aménager son logement, opter pour une canne du côté opposé à la hanche douloureuse, utiliser des semelles adaptées pour le genou peut paraître banal, mais ces adaptations transforment la journée d'une personne qui peinait à se lever sans grimacer. Gestion de la douleur, option pharmacologique. Quand la douleur déborde, je commence souvent par le paracétamol à dose pondérée, car il présente un profil de sécurité intéressant lorsqu'il est utilisé de façon raisonnée. Si l'inflammation flambe, les anti-inflammatoires non stéroïdiens s'invitent, soit en comprimés courts, soit sous forme de gel. Je limite toujours la durée, l'estomac, le rein et le cœur n'aiment pas qu'on abuse de ces molécules. Pour les douleurs persistent, un palier opioïde peut être envisagé, le tramadol par exemple, mais je reste vigilant sur la dépendance et la somnolence. Les infiltrations de corticoïdes ressemblent à un coup de givre sur un volcan, elles calment vite mais ne doivent pas être répétées trop souvent sous peine d'affaiblir le cartilage. D'autres agents, appelés symptomatiques d'action lente, glucosamine, chondroïtine, extraits d'avocat et de soja, divisent la communauté scientifique, certains patients en retirent un bénéfice, d'autres pas, leur usage reste donc individualisé. La viscosupplémentation à l'acide hyaluronique constitue une option lorsque l'arthrose reste localisée, notamment au genou. En injectant un gel visqueux dans l'interligne, on cherche à améliorer la lubrification, semble-t-il, à moduler la nociception. Et puis, il y a la prothèse. Remplacer une surface articulaire fatiguée par une hanche ou un genou de titane et de polyéthylène redonne une seconde jeunesse à de nombreux patients, même si 20% gardent encore des douleurs résiduelles, souvent liées au tissu mou. Les défis de la recherche sur l'arthrose. Pourquoi, me demande Théon, n'a-t-on toujours pas trouvé la pilule qui repousse le cartilage comme la peau se referme sur une blessure? La réponse tient en grande partie à cette fameuse pluralité des arthroses. Lorsque les essais cliniques recrutent des patients très différents, la molécule testée agit parfois sur un sous-groupe mais le signal est noyé dans la moyenne. Depuis une dizaine d'années, la recherche s'attelle à découper l'arthrose en phénotypes. Un jour, peut-être, nous dirons, vous souffrez de l'arthrose de type métabolique, voici votre biothérapie ciblée. En attendant,
On traque les biomarqueurs, un fragment de cartilage dans le sang, un profil génétique, un ratio d'adipokine. Chaque découverte rapproche d'un traitement qui freinerait véritablement la progression, voire la stopperait. Comprendre le rôle des comorbidités dans l'arthrose. L'observation clinique révèle un paradoxe, les personnes en surpoids ne souffrent pas que du genou, elles développent aussi plus d'arthrose aux mains, un site pourtant non porteur. Cela signifie qu'un facteur systémique est à l'œuvre, et il pourrait bien s'agir des adipokines, ces hormones libérées par la graisse abdominale. Elles circulent dans le sang, diffusent dans le liquide synovial, stimulent l'inflammation et altèrent le métabolisme cartilagineux. Chez les diabétiques, le glucose excédentaire se fixe sur les protéines du cartilage et forme des produits de glycation avancés qui rigidifient le tissu. L'hypertension et la dyslipidémie contribuent également par leur micro-inflammation. Ainsi, traiter le cœur et le pancréas, c'est aussi protéger les articulations. Explorer les mécanismes de la douleur liée à l'arthrose. La douleur arthrosique ne se résume pas à un simple frottement mécanique. Au début, la synoviale irritée sécrète des prostaglandines qui activent les nocicepteurs locaux, c'est la douleur nociceptive. Avec le temps, des lésions nerveuses périphériques et une sensibilisation centrale apparaissent, les voies neurales amplifient la moindre stimulation, comme un microphone trop près du haut-parleur. On parle alors de douleur neuropathique. Distinguer les deux n'est pas qu'un exercice académique, cela détermine le traitement. Les antidépresseurs tricycliques ou les anticonvulsivants peuvent soulager une composante neuropathique réfractaire aux anti-inflammatoires. Les chercheurs planchent sur des traceurs d'imagerie fonctionnelle et des tests psychophysiques capables de segmenter les patients selon leur profil douloureux pour ajuster la stratégie et éviter la surprescription d'opioïdes. Vers de nouvelles approches thérapeutiques. L'enthousiasme suscité par la sprifermine, un analogue du FGF1/8, a ouvert la voie à l'idée qu'on pouvait relancer la synthèse de cartilage. Les premiers résultats restent modestes mais encourageants. Le ranélate de strontium et l'acide zolédronique, bien connus dans l'ostéoporose, sont testés pour remodeler l'os sous-chondral, avec des succès variables. Des agents expérimentaux tels que LNA043 et TPX100 ambitionnent de restaurer l'architecture cartilagineuse, tandis que 4P004 cible la cascade inflammatoire. Les anticorps monoclonaux contre l'interleukine 1, le TNF-alpha ou l'interleukine n'ont pour l'instant pas fait mieux que les anti-inflammatoires classiques, mais ils n'ont peut-être pas encore trouvé leur sous-groupe idéal. L'Orocivivin se penche sur la voie WNT, cruciale dans la formation osseuse et cartilagineuse, mais les premiers résultats de phase 3 n'ont pas répondu aux attentes. La résinifératoxine, un cousin ultra-puissant de la capsaïcine, est injectée directement dans l'articulation pour détruire sélectivement les fibres douloureuses. Si l'efficacité se confirme, elle pourrait offrir un répit de plusieurs mois. Enfin, la neurostimulation transcutanée du nerf vague au niveau de l'oreille est à l'étude pour activer un réflexe anti-inflammatoire systémique. Remplacer le cartilage endommagé, innovation en thérapie cellulaire et tissulaire. Depuis le début des années 2000, la thérapie cellulaire attire les projecteurs. Les chercheurs prélèvent des cellules souches mésenchymateuses dans la graisse abdominale ou la moelle osseuse, les concentrent et les réinjectent dans l'articulation. On a d'abord espéré que ces cellules se transformeraient en chondrocytes flambant neufs. L'hypothèse actuelle privilégie un effet paracrine, les cellules injectées libéreraient des facteurs anti-inflammatoires et stimuleraient les chondrocytes locaux. Les essais ADIPOA, menés à l'échelle européenne, livreront bientôt leurs conclusions. En parallèle, la mosaïque-plastie et la microfracture consistent à perforer l'os sous-chondral pour provoquer un afflux de sang et de cellules souches endogènes capables de tapisser la lésion de fibrocartilage. Les implants hybrides combinent des matrices de collagène, des réservoirs de facteurs de croissance et un hydrogel enrichi d'acide hyaluronique. L'idée est de fournir à la fois le ciment et les briques, ainsi que les ouvriers pour reconstruire la paroi cartilagineuse. La thérapie génique pousse encore plus loin, insérer un gène codant pour un inhibiteur de métalloprotéase ou pour l'interleukine 1 directement dans les cellules articulaires afin qu'elles sécrètent leurs propres médicaments, localement et durablement. C'est un champ palpitant, où l'espoir d'une arthrose curable rejoint progressivement la réalité clinique. Vers une prévention de l'arthrose. La prévention est la grande oubliée du débat, alors qu'elle possède un potentiel immense. Après une rupture du ligament croisé antérieur au genou, le risque d'arthrose double.
Les chercheurs s'emploient donc à détecter les premiers changements moléculaires dans l'année qui suit la blessure, afin d'intervenir avant que le processus ne devienne irréversible. On étudie aussi le rôle de la proprioception, cette capacité à sentir la position de ses membres. Un entraînement ciblé réduit les microtraumatismes quotidiens. Les exosquelettes passifs et les orthèses intelligentes pourraient bientôt soulager précocement les articulations les plus fragiles. Côté cellules, les scientifiques évaluent la possibilité d'injecter un cocktail de facteurs biologiques juste après la lésion cartilagineuse pour congeler la dégradation. L'avenir verra peut-être le chirurgien orthopédiste travailler main dans la main avec le biologiste cellulaire en salle d'opération. En attendant, les mesures classiques restent vos meilleurs alliés: maintenir un poids de forme, choisir des chaussures amortissantes, pratiquer une activité douce mais régulière et consulter tôt après tout traumatisme articulaire. Voilà, vous savez désormais l'essentiel sur l'arthrose. Bien qu'il n'existe pas encore de remède définitif, des traitements et des habitudes de vie adaptées peuvent vraiment faire la différence. Si vous souffrez de douleurs articulaires, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ces informations utiles, je vous invite à aimer, partager et bien sûr vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations santé et bien-être. Prenez soin de vos articulations, elles sont les rouages de votre liberté de mouvement, quelque part, les garantes de votre indépendance au fil des années.